Nous y voilà encore, amis téléspectateurs. Un autre jour s'offre à nous, une nouvelle matinée s'ouvre à nous. Nous y voilà pour affronter encore d'autres défis, mais aussi relever d'autres challenges qui s'offrent à nous. Bienvenue, amis téléspectateurs, et bon réveil matinal à tous. À tous, matin, très ravi de vous accueillir, mais surtout de vous permettre de bien vous réveiller, surtout d'affronter votre journée, de prendre les activités de la journée. J'espère que vous êtes bien réveillés parce que de mon côté, tout va bien. De notre côté, nous sommes déjà bien installés. Hein. L'équipe technique pilotée, chapeautée par Dina Love, et puis voilà, tout son staff est déjà disponible pour nous permettre d'apparaître dans votre salon, sur votre téléphone, pour que nous puissions échanger. E-matin, vous savez que c'est votre échange du matin et e-matin est interactif. Donc, vous avez la possibilité de réagir, d'interagir avec nous sur divers thèmes qui seront débattus et surtout que nous sommes un début de week-end et vendredi. On dit le vendredi, chez nous, c'est le jour du mariage. Désormais, les mariages se célèbrent à partir de 14 heures, à partir de 16 heures, allez travailler. Quand vous aurez fini, allez vous marier. Merci, monsieur le maire, pour cette innovation. Donc, pour ceux qui vont s'apprêter à aller se marier vers les 16 heures, vous pouvez aussi les envoyer des messages pour les encourager, mais aussi vous pouvez envoyer des messages, pourquoi pas, pour propager des paroles de bonnes nouvelles dans notre pays, des bonnes paroles sur le Tchad. Vous êtes libres. Les auditeurs de la radio IFM qui nous suivent en synchronisation, nous vous disons bonjour, bon réveil matinal à vous. Les internautes, bonjour, bon réveil matinal à vous. Les téléspectateurs, bonjour et bon réveil matinal. Aujourd'hui, c'est les ressources humaines. Aujourd'hui, c'est aussi la possibilité de parler encore avec notre expert en sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux jeunes dames, voilà, chacun dans son domaine. Nous allons recevoir Nepitimbaïtiana, nous allons recevoir aussi même Sidonie, et voilà, fini, nous allons finir avec la chronique de Nabi, voilà. Donc, voici un peu notre contenu de ce jour, mais installez-vous et retrouvez Maman Pélagie qui va nous chanter Amour. Celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Jésus nous a aimés jusqu'à la croix en donnant sa vie pour nous sauver. Il n'a pas tenu compte de nos manquements, de nos différences. Non, 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 non. Il nous aime malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses. Il nous aime. Jésus veut que je t'aime. Il veut que tu m'aimes. Il veut que nous nous aimons bien aimés. Mais tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes pas de ma tête. Tu ne veux pas écouter parler de moi. Mais je t'ai fait quoi? Et je t'ai fait quoi? Allez, dis-moi. Je t'ai fait quoi? Et je t'ai fait quoi? Allez, dis-moi. Jésus veut que tu l'aimes. Il veut qu'il t'aime. Il veut que vous vous aimez bien aimé. Mais tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas de sa tête, tu ne veux pas écouter parler de lui, mais il t'a fait quoi? Et il t'a fait quoi? Allez, dis-lui, il t'a fait quoi? Et il t'a fait quoi? Allez, dis-lui. Se retrouve au lieu de prier, au lieu de s'édifier dans la parole de Dieu, quand les
Dieu se retrouve au lieu de prier, au lieu de s'édifier dans la parole de Dieu. Ils ne font que parler mal de leurs frères, ils ne font que critiquer leurs sœurs, ils ne font que parler mal de leurs frères, ils ne font que critiquer leurs sœurs. Pourquoi tant de divisions, tant de déceptions, tant de trahisons, famille chrétienne? Pourquoi tant de trahisons, famille de Dieu? Aimons-nous, aimons-nous, malgré nos erreurs. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne veux pas me voir passer, si tu ne m'aimes pas, mais ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Et ça me fait quoi? Allez, si tu ne m'aimes pas, mais ça me dit quoi? Et ça me dit quoi? Allez, si tu ne m'aimes pas, s'il ne t'aime pas, s'il ne t'aime pas, s'il ne t'aime pas, mais ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Et ça te fait quoi? Allez, s'il ne t'aime pas, mais ça te dit quoi? Ça te dit quoi? Allez, si tout le monde te rejette, le plus important, Jésus m'aime. Si tu ne m'aimes pas, Jésus-Christ m'aime. Si tu ne m'aimes pas, Jésus m'aime. Il a donné sa vie pour me sauver. Il a donné son corps pour me racheter. Il m'a cherché et m'a retrouvé. Jésus m'aime. Si tout le monde me rejette, Jésus m'aime. C'est le plus important. Jésus t'aime. Jésus t'aime. S'il ne t'aime pas, Jésus-Christ t'aime. S'il ne t'aime pas, Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour te sauver. C'est le message de l'heure. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous. C'est la seule condition pour bâtir un pays équilibré. C'est la seule condition pour redonner les lettres de noblesse au Tchad. C'est la seule condition pour redorer le blason de notre pays. L'amour, l'amour, que ce soit l'amour du prochain, que ce soit l'amour de notre patrie, l'amour de tout ce qui est dans le Tchad. Aimons-nous. Ne nous retrouvons pas simplement pour parler des autres, ne nous retrouvons pas simplement pour dénigrer les autres, ne nous retrouvons pas simplement pour jeter de l'anathème ou du discrédit sur les autres, mais retrouvons-nous pour réfléchir à des choses qui vont faire avancer le Tchad, pour réfléchir à des choses qui vont faire grandir le Tchad. L'amour, c'était signé Maman Pélagie. Cette fois-ci, nous allons prendre le chemin du bien-être pour le fitness. Allez. 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, 8, 9,
10, on marche. Allez, les mains au niveau de la hanche, là, on ouvre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10, 7, 8, 9, 10, on marche. Là, le mouvement de 2 fentes, là. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on marche. Après, nous allons faire le chipping. Là, on va donner. On marche, on récupère. Allez, allons-y. Attends. Allez, plus vite, plus vite. Allez, 5. Allez, plus vite que ça. 6. Allez, allez, allez. On récupère. Cette fois-ci, on va l'élever. Mais ça doit être rapide. Là, 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 lentement. Et puis après, c'est 4, 4. On marche d'abord. 1. Doucement, lentement. 2. 3. On récupère. 4. 5. Allez, ça va vite. 1. 2. 3. Allez, une troisième, on relâche. Allez, attitude basse comme ça. On va tirer là. On sort la poitrine, on travaille le dos. 1, 2. Au bout des signaux, on va vite. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Et là, on va travailler un peu le mouvement des bras. Là, on va aller là. 1, là, là, là. Allons-y, tout doucement, lentement. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On balance les pieds. 2. Allez, ça va vite, vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, tu enchaînes un exercice. Allez, cette fois-ci, on va élever les genoux. On va là, on va là. À 10. À mon signal, à 3. 3, 2, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on change. 1, automatique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on reprend. Merci à la team qui nous a conduit à faire du sport et le sport nous a conduit directement à 7h49. C'est l'heure de prendre les informations avant de revenir. Fiers de leur héritage, les Mundang se singularisent par leur attachement indéfectible à leurs traditions. Longtemps perçus comme un peuple replié sur lui-même, ils s'ouvrent désormais au monde sans renier leur identité. Le mariage, chez eux, incarne cette dualité, un socle ancestral influencé aujourd'hui par les mutations sociétales et les religions. Les dots en pays Mundang ont effectivement évolué parce que aujourd'hui, les jeunes garçons, les jeunes filles ne suivent plus le même parcours de leurs aînés. L'école a fait que les enfants sortent et découvrent d'autres peuples. Et avant, le Mundang était endogamique. Hein. Ils se mariaient entre eux. Mais déjà, aller dans un autre village, déjà, c'est loin. Aujourd'hui, les Mundang sont ouverts. Hein. Le mariage est exogamique souvent. Et ce n'est plus la même contrainte, aussi bien pour les mariés que pour les parents. Et moi, dans ma famille, j'ai tout. Le Tchad est représenté, un coutume des Akawa, des Goran, des Arabes, des Ngambaye, des Sara, des Mouroum, j'ai tout. Des Peuls, j'ai tout dans ma famille. Donc il y a cette ouverture-là que l'école a apportée, que les voyages aussi ont permis aux enfants de bouger et de ne pas être forcément à l'erreur ou dans leur village. Donc, ils peuvent rencontrer d'autres choses. Des rites de dot aux cérémonies de bénédiction, chaque étape du mariage Mundang engage la collectivité. Ce moment solennel, empreint de chants, de danses et de conseils des sages, est un véritable théâtre de la mémoire collective. Mais les défis n'en manquent pas. La grande modification,
c'est l'instabilité conjugale. Avant, quand on se marie, c'est à vie. Parce que quand il y a un conflit dans un couple, les deux familles vont s'arranger pour que le couple reste soudé. Pour les enfants, mais aussi pour le bonheur, ça non, du couple. Et la famille contribue un peu à stabiliser le foyer et à créer les conditions d'une vie harmonieuse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens se sentent plus indépendants. Ils ne pensent plus beaucoup à la famille parce que le mariage c'est une affaire de deux personnes. Alors qu'en réalité, avant le mariage, ce n'est pas seulement une affaire de deux personnes. Une affaire de deux familles, des clans, des villages. Donc quand on se marie dans un village, on devient allié de ces villages-là. Parce que de sorte que lorsque tu es de tel village, tu vas là-bas, tu vas dire j'ai ma soeur ici. Et tu es accueilli comme chez toi. Même s'il y a un problème, on va dire ah, c'est notre belle famille, on ne peut pas faire de problème. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Au pays Mundang, se marier ne relève pas seulement de l'amour ou du droit. C'est un rite de passage, une institution sociale, un hommage aux ancêtres et un legs aux générations futures. Et tant que résonneront les tambours de ces noces, la culture Mundang ne cessera de vivre. Dans le cadre de la réalisation du projet d'infrastructure de l'eau rurale pour le Wadi Fira et l'Enedi Est, le ministre s'est rendu dans les sites pour le constat. À 30 km de la ville de Biltine, où la première visite s'est effectuée, c'est une visite de prospection de champs captants pour l'alimentation en eau potable dans la ville. Après la descente sur l'ancien site, cap sur le site d'Adiguer, situé à 23 km de la localité où se fait la construction du barrage. Lors des échanges avec des techniciens, le ministre interpelle ces derniers à travailler dans la règle de l'art, car la ville de Biltine est prioritaire en termes d'accès à l'eau pour le moment. Le ministre situe le but de sa visite. Nous sommes depuis hier dans le Wadi Fira pour essayer de voir ensemble avec les techniciens du ministère, avec l'équipe des projets Pierrot, qu'est-ce qu'on peut faire très rapidement pour remonter la production pour l'alimentation de la ville de Biltine. Ça nous a conduit aujourd'hui et ce matin dans le Wadi Fira parce que nous nous sommes rendus compte que le Wadi Fira en général et la ville de Biltine plus particulièrement, c'est une zone à saut. Pour le ministre de l'Eau et de l'Énergie, dans la même logique, le projet à court, moyen et long terme est en cours de réalisation afin de désaltérer la population. Ce travail doit finir d'ici la fin du mois ou au plus tard le 15 juillet pour que on puisse retenir de l'eau en souterrain pour recharger à Diker, qui est à environ 1 km d'ici, qui a 5 pompes. Et donc il y a encore 2 autres pompes qui ne sont pas équipées. Les 2 autres pompes vont être équipées. Ça nous fera 7 pompes. On va aussi très rapidement faire d'autres pompes, recharger cette nappe-là et faire une montée en puissance de production pour Biltine. Après la visite de ces sites, le ministre a fait une visite inopinée dans des concessions pour démanteler certaines installations des personnes véreuses qui empêchent la circulation fluide d'eau dans la ville. Il a également fait des visites dans des endroits où les branchements se font de manière illégale. Très remonté, le ministre met en garde les responsables en charge pour trouver des solutions idoines à ces problèmes, car pour lui, ces stockages ne respectent pas les normes sanitaires et constituent un problème de santé publique. L'affaire de Biltine tient à cœur les plus hautes autorités de l'État. On ne peut pas dire que nos populations vivent bien quand ils n'ont pas de l'eau. C'est hier qu'on s'est rendu compte qu'il y a de la bordel. Et là, nous sommes arrivés, on a trouvé que le gouverneur avait déjà mis un comité technique qui a commencé à travailler. Nous allons renforcer très rapidement ces comités techniques pour que des décisions concrètes soient prises d'abord au niveau local. Il y a trop de pertes d'eau. Le ministre, dans sa politique d'approvisionner la population de Biltine, fait du problème d'accès à l'eau potable son cheval de bataille. Toutefois, la population est interpellée dans la gestion de l'eau afin que la distribution d'eau se fasse de manière équitable. La visite des châteaux d'eau et le local de la Société tchadienne d'eau ont mis terme à la première journée de visite du ministre.
Depuis 2 jours, la délégation du ministère de l'eau et de l'énergie séjourne à Biltine, sillonnant les sites hydrauliques, des installations et des champs captants pour trouver des solutions définitives aux problèmes d'accès à l'eau. Ici, nous sommes dans le site Wadi de Wadifira, une localité située à 30 km de Biltine. Ces champs captants étudiés depuis un certain temps par les experts du domaine répondent aux standards et la nappe est bonne. C'est un espoir pour le gouvernement tchadien de résoudre le problème et un ouf de soulagement pour la ville de Biltine et les villages environnants. Aujourd'hui, la machine a été mise en branle et ça a permis de pomper au moins l'eau à plus d'1 heure. Et les techniciens m'ont rassuré que les sondages sont bons. Moi-même, là, si vous avez remarqué tout à l'heure, j'ai pris de l'eau de ma main pour boire. L'eau est consommable et en ce moment, vous savez que le bétail est venu prendre de l'eau, la population aussi aux alentours, ils sont venus prendre de l'eau. Et l'eau est en train de couler à flot derrière moi. Donc dans le Wadi de Wadifira en ce moment, on peut dire qu'il y a une très grande probabilité d'eau qu'on peut exploiter pour renforcer déjà le travail qui a été fait avant pour permettre d'augmenter encore le volume de mètres cubes d'eau pour la population de Biltine. L'eau dans cette localité est de bonne qualité. Toutefois, une équipe séjournera 3 jours dans le site du Wadi pour étudier les contours et constater les débits. Le ministère de l'eau et de l'énergie, à travers le projet d'infrastructure de l'eau rurale pour le Wadi Fira et l'Enedi Est, travaille d'arrache-pied pour soulager la peine de la population. Les autorités administratives et locales espèrent dans un avenir proche désaltérer la ville de Biltine. À Mandekao, la vie tente de reprendre son cours malgré les stigmates encore vifs laissés par les violences. Dans une atmosphère mêlée de prudence et de volonté de paix, habitants et chefs traditionnels expriment leur désir profond de cohabitation pacifique. Kaftar Oumar Sali, médiateur de la communauté Falata, appelle à la responsabilité collective. Il exhorte les autorités publiques ainsi que les organisations de la société civile à intensifier les campagnes de sensibilisation au vivre ensemble. anina ma gambai da gambai kullu ma hawanin na do mai khutta fi rasa yqul ayu gambai hawan. L'événement qui s'était passé, nous ne pouvons pas affirmer que tous les gambai sont mauvais. Par contre, nous déplorons le fait que du côté des chefs traditionnels de la communauté, personne ne s'est approché de nous pour qu'ensemble nous cherchions des voies et moyens afin de solutionner les problèmes. Et l'État, de son côté, a pris les dispositifs sécuritaires pour que ceux qui ont fui les exactions regagnent leur domicile. À travers votre micro, nous lançons un appel au gouvernement de venir sensibiliser la population pour instaurer les vivre ensemble. Les témoignages recueillis sur place convergent tous. Un même appel, celui d'un retour à la paix durable. Les populations autochtones demandent instamment aux autorités de multiplier les actions de sensibilisation, y compris à l'endroit des familles réfugiées en brousse, afin de les initier à regagner leur localité. À Mandekao, entre douleur et espoir, les voix s'élèvent pour conjuguer le spectre de la division. L'heure est venue d'agir avec responsabilité et humanité pour que jamais plus une telle tragédie ne vienne endeuiller la nation. Encore une fois, le Tchad perd une place plus importante à la tête d'une institution bancaire internationale. Il s'agit de l'élection du président de la BAD, Banque africaine de développement. Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, a accueilli les 88 pays actionnaires de cette institution bancaire. Notre compatriote Abbas Mamad Toli, ancien ministre des Finances et ex-gouverneur de la BAC, s'est mesuré à 4 autres candidats les plus redoutables. Il s'agit d'Amadou Hott du Sénégal, du docteur Samuel Munzele Maimbo de la Zambie, de Madame Badiamboulil Swassi Tchabalala de l'Afrique du Sud et de docteur Sidi Ould Ta de la Mauritanie. Contre toute attente, le Mauritanien Dr Sidi Ould Ta a gagné haut la main ce challenge. Abbas Mamad Toli est éliminé dès le premier tour.
Il tient la queue du peloton en totalisant que 0,52%. Dr Sidi Ould-Tah succède donc à ce poste au Nigérian Dr Akinwumi Adesina qui a passé 10 ans à la tête de cette institution bancaire africaine. Mais ce qui interroge le plus dans cet échec de l'ancien ministre des Finances tchadien et ex-gouverneur de la BAC, c'est la place qu'occupe actuellement le Tchad dans la scène internationale. La diplomatie tchadienne est-elle en train de ne plus peser dans la sous-région, voire sur le continent? L'échec d'Abbas Mamad Toli n'est pas chose isolée. Il vient s'ajouter à la liste des autres compétitions perdues. Il s'agit de professeur Ali Suleiman Dabi au niveau du CAMES, de Adam Younusmi à la SEGNA et aujourd'hui avec la BAD. Le ministère des Affaires étrangères tchadienne a donc du pain sur la planche, celui de reconquérir la place du Tchad sur la scène internationale. Cette journée de présentation et d'échange avec les contribuables sur le dépôt des déclarations statistiques fiscales DSF en ligne via e-tax entre dans la droite ligne de l'agenda de la Direction générale des impôts. C'est depuis 2022 que la Direction générale des impôts s'est engagée dans un processus de modernisation de ce service et d'améliorer ses performances grâce au numérique. Question d'assurer l'efficacité des recettes fiscales hors pétrole à travers la digitalisation et l'application e-tax avec la coopération rwandaise. Cette digitalisation des procédures fiscales lancée par le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'économie, du plan et de la coopération internationale, M. Tahir Hamid Ngili, en juillet 2022, intervient en droite ligne de la politique économique et financière du maréchal Ahmad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et clé de voûte de la Ve République. La mise en place de cette application est appréciable car des progrès substantiels ont été réalisés ces dernières années grâce à l'effet combiné des modules d'immatriculation en ligne, des télédéclarations, des télépaiements, des recouvrements, du contentieux, du contrôle fiscal, aide à la décision et l'introduction de la facturation électronique normalisée. Et l'en est du même du portail du contribuable en ligne. Aujourd'hui, encore, c'est toujours avec la même ferveur, une grande fierté et un profond sentiment d'accomplissement que je prends la parole pour lancer officiellement les fonctionnalités des dépôts de déclarations statistiques et fiscales des DSF en ligne sur la plateforme e-tax. Cette journée d'échange sur les déclarations statistiques fiscales en ligne via e-tax marque une étape cruciale dans la transformation digitale de l'administration fiscale et la modernisation de ses services aux contribuables. Cette application permet à chaque contribuable de faire son dépôt DSF librement depuis son bureau ou à domicile. Cette innovation simplifie les démarches administratives, améliore la qualité du service public. Cette journée inspiré de Dieu est un événement qui se déroulera chaque année le 40e jour après la Pâque. Car c'est au 40e jour après la Pâque, juste 10 jours avant la fête de Pentecôte, que Jésus avait donné l'ordre à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28e, les versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ainsi, cette journée réunira le corps de Christ autour d'un disciple de Jésus-Christ qui a fait ses preuves et qui continue à le faire dans le discipolat pour être célébré et encouragé. L'objectif de cette journée est de reconnaître le travail du disciple, de son vivant et de l'apprécier publiquement. La journée internationale du disciple vise à inspirer et à fortifier l'engagement des disciples dans la transmission du message du Christ et la formation des disciples. Aujourd'hui,
jeudi 29 mai, le 40e jour après la Pâque, le 29 mai 2025 est le jour du disciple 2025. Nous avons voulu marquer cette journée d'un sceau indélébile afin que le monde entier puisse retenir qu'en cette date mémorable du 29 mai 2025, la journée internationale du disciple est lancée. Cependant, le disciple choisi sera dévoilé et célébré en date du 20 septembre 2025 pour tenir compte du paramètre temps qui n'a pas permis que toutes les conditions soient remplies maintenant, parce qu'il faut que la fête soit belle et à la hauteur de l'événement, mais surtout à la hauteur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. L'hygiène intime est une composante essentielle du bien-être en général, tant pour les femmes que pour les hommes, car elle intervient dans les préventions des infections, selon Dr Ascomde Obelis, gynécologue obstétricien. D'où une toilette intime régulière et adaptée aide à prévenir les infections urinaires comme la cystite, les mycoses vaginales ou les infections bactériennes chez la femme, les irritations ou les inflammations génitales, ajoute-t-il. À la question des creuses plus sur l'importance de toilettes intimes, Dr Ascomde Obelis, gynécologue obstétricien, répond. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vagin, c'est un milieu qui se nettoie, qui s'auto-nettoie tout seul. On n'a pas besoin de mettre n'importe quoi que ce soit, quelque chose là-bas pour pouvoir nettoyer, pour que ça devienne un labyrinthe, non. Donc, le vagin s'auto-nettoie tout seul et n'a pas besoin d'être nettoyé avec du savon corrosif et tout ça qui peut entraîner une destruction de la flore vaginale normale et qui peut davantage exposer la femme à des infections. Donc, ce qui est conseillé, c'est de ne pas mettre un produit quelconque dans le vagin pour pouvoir nettoyer. Le vagin, ça se nettoie, ça s'auto-nettoie tout seul. Il poursuit que l'hygiène intime est un acte de santé préventif. Elle doit être réalisée avec modération en respectant l'équilibre naturel des muqueuses. Une bonne toilette intime participe à une meilleure qualité de vie, à une prévention des infections et à un confort personnel quotidien. Nous sommes de retour, amis téléspectateurs. Cette fois-ci, nous recevons notre digne paysan sur le plateau pour continuer simplement ce que nous avons commencé depuis le lundi. Hier, nous avons parlé des offres. Aujourd'hui, nous allons parler des flux. Alors, Monsieur Miandé, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Aladjef. Bonjour aux téléspectateurs. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Tu as l'air pas en forme, ça va? Ça va, on est parce que tout le monde tombe malade et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je profite aussi pour souhaiter une prompte rétablissement à Laricia qui était là ce matin, mais pour des raisons de santé, elle est obligée de s'absenter. Voilà, prompte rétablissement, toi. J'espère que toi, tu ne vas pas me lâcher aussi. Non, ça va, ça tient, on est encore debout. Je m'associe à vous pour souhaiter prompt rétablissement à Madame Laricia et à tous ceux qui sont malades. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des flux. Après avoir parlé des offres. Oui, nous avons essayé de survoler un peu hier l'offre des produits agricoles sur le marché. Nous avons parlé des différents segments du fonctionnement des marchés. Peut-être que d'autres points seront encore développés ultérieurement, mais nous allons segmenter. Après l'offre, nous parlerons aujourd'hui des flux, de comprendre un peu, d'une manière un peu plus résumée, certes, mais l'analyse fonctionnelle. En fait, le fonctionnement des flux. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'ils sont déterminés? Quels sont les types de flux qu'on peut avoir? Donc, premièrement, nous voulons bien rappeler que nous avons évoqué la question de la définition simpliste du mot flux. Flux, ce sont les mouvements. Les mouvements, donc les mouvements de produits agricoles, si on peut le réduire de cette manière. Donc, nous allons parler premièrement, d'abord, regrouper d'abord les flux internes et les flux externes. Et les flux internes principalement, c'est déplacer un produit d'une localité, d'un point A à un point B. Ce qui veut dire que dans cette chaîne d'activité,
c'est toute une chaîne d'activités qui ne se regroupe pas seulement à la mobilisation, mais il y a des acteurs qui interviennent dans les flux. Le producteur, il a déjà fini sa part, et maintenant il y a des acteurs qui interviennent dans toute la chaîne des flux. Premièrement, ceux qui font par exemple le conditionnement, ceux qui font, on appelle généralement le stockage. Le stockage dans les entrepôts, c'est de là que commencent déjà les flux, parce qu'ils arrivent à acheter chez les producteurs, peut-être au niveau des villages, au niveau en bordure des champs, à un prix relativement bas. Et arrivé maintenant dans son entrepôt, il attend que cela soit enlevé. C'est-à-dire qu'il y a une demande quelque part, des gens viendront pour pouvoir acheter ou bien peut-être mobiliser ces stocks qui sont faits dans les entrepôts pour les amener à un autre point B ou un autre point C. Maintenant, ces différents agents, chacun a sa fonction. Il y a d'abord les collecteurs primaires qu'on appelle pratiquement la commercialisation primaire, ceux qui vont avec les coraux qu'on utilise chez nous, les tasses, ils achètent, ils reviennent, ils le mettent dans les sacs, après ils les déposent dans les entrepôts. Et les entrepôts, il y a des semi-grossistes qui viennent prendre, après il y a des grossistes qui les prennent. Vous voyez qu'il y a toute une chaîne d'acteurs qui intervient dans l'activité des flux. Et n'oublions pas aussi dans les flux les personnes qui sont dans le cadre des services d'approvisionnement tels que ceux qui font le conditionnement dans les sacs. Il y a aussi ceux qui chargent les véhicules pour les amener. Il y a aussi les transporteurs. Donc vous remarquez que ce n'est pas seulement le sac qui s'est déplacé du producteur au consommateur ou bien du producteur sur le marché, mais il y a une série d'activités intermédiaires avec des acteurs qui interviennent dans ce sens-là. Et donc s'il y a un maillon de cette chaîne qui ne fonctionne pas ou bien qui saute, vous comprendrez aisément que ça va impacter le marché au bout de la chaîne. Donc, les flux, parlons des flux internes. Un aspect qui a été abordé superficiellement hier, la question par exemple des infrastructures. Nous prendrons par exemple les entrepôts qui font partie des flux. Il y a aussi les infrastructures routières. Et les infrastructures routières, on comprend que nous avons nos routes qui sont dans des états assez difficiles et les transporteurs ont toute la peine pour pouvoir déplacer principalement les produits agricoles d'un point A à un point B. Il ne manque pas que souvent ces véhicules, parfois en chemin avec des difficultés de transport, soient obligés d'être garés pendant de longs jours, soit certains qui carrément font une chute et des pertes immenses en termes de quantité, qui sont déplorés par les opérateurs économiques à ce niveau. Mais c'est le consommateur qui le subit au bout de la chaîne là-bas. Donc, quand vous avez les flux qui fonctionnent, ça veut dire que les marchés sont approvisionnés. Et donc, le niveau de l'offre s'en ressent. Mais lorsque les flux sont à l'arrêt, systématiquement, on le ressent également. Et donc, ce que le consommateur va le ressentir, c'est au niveau du prix. Au niveau du prix, parce que tant que les flux fonctionnent normalement, ça veut dire que c'est fluide, si vous permettez le mot. Les approvisionnements sont fluides, donc les marchés sont bien approvisionnés et l'offre arrive à se renforcer régulièrement. Mais il faut prendre en compte la saisonnalité aussi des flux. Parce que la saisonnalité veut dire que ce que vous faites peut-être pendant la saison sèche, ce n'est pas la même chose que pendant la saison pluvieuse. Et pendant les périodes, par exemple, de sortie des récoltes, généralement entre fin septembre pour les prémices et jusqu'à ce qu'on arrive en novembre, décembre, c'est différent. Les volumes de flux sont différents par rapport à la période qui va, par exemple, de janvier à mars, avril, ou bien de juin à août. Donc, il faut séquencer de cette manière pour comprendre comment fonctionnent les flux. Maintenant, quand vous faites les flux internes, par exemple, c'est d'un point A à un point B. Mais comprenez qu'il y a des éléments qui affectent également ces flux. Il n'est pas sans ignorer que certains marchés, il y a des taxes qui sont imposées aux opérateurs économiques qui enlèvent des stocks, mais des quantités de céréales ou bien des produits agricoles pour pouvoir les amener dans un autre. Ce sont les taxes communales, il y a peut-être des taxes officielles, des taxes non officielles qui affectent les flux à ce niveau. Et systématiquement, comme nous l'avons toujours dit, le commerçant, il est tranquille, hein, il peut payer à un montant, mais il va le faire charger le montant sur le prix du consommateur au bout de la chaîne. Maintenant, ça c'est un peu pour résumer les flux internes. Et les flux internes, il y a des flux internes qui sont internes, il y a des flux externes, dans un sens où les produits agricoles, au-delà du territoire national, sont exportés vers l'étranger. Et donc, à ce niveau, il y a aussi des taxes. Et ne nous limitons pas seulement qu'aux produits agricoles, il y a aussi le bétail qu'on exporte de ce côté-là. Généralement, il y a des taxes
qui sont payées. Ces taxes servent aux entités administratives communales, par exemple, qui essaient de percevoir ces taxes-là et qui entrent dans le budget de ces structures, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau national. Maintenant, le fonctionnement des flux détermine un certain niveau d'économie. Et cette économie, on peut le ramener encore sur le plan, le second point pour dire que les flux transfrontaliers entre le Tchad et les pays voisins, mais plus loin que ça. Mais vous avez également les flux transfrontaliers entrants. Les flux entrants. Et là, nous n'avons pas seulement que les produits finis comme les produits alimentaires manufacturés, qu'on a ici sous forme de pâtes alimentaires ou bien encore peut-être même du riz que nous importons. Et vous comprendrez que ces flux sont également tributaires de certaines taxes. Il y a des taxes douanières qui sont appliquées. Il est arrivé un moment donné où on a essayé de pouvoir améliorer en disant que un certain nombre de produits ne sont pas taxables au niveau des douanes, mais cela aussi n'est pas respecté le plus souvent. Oui. Et donc on se rend compte que les règles sont un peu biaisées, dans ce sens en termes d'asymétrie de l'information. Il n'y a pas un mécanisme clair pour suivre les flux. Et donc vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de faiblesses sur le plan institutionnel qui font qu'aujourd'hui, au niveau du Tchad, on est tributaire au niveau du marché, surtout dont nous dépendons pour les localités urbaines, que ces flux, avec tout ce qu'il y a comme prix à payer sur les différentes chaînes, sur la différence d'activité en termes de taxes, en termes de prêts, de coûts à payer, mais logiquement, le commerçant, à la fin, pour rentabiliser l'exercice de son activité, va devoir faire charger au consommateur le prix en fin de compte. Donc, au-delà des infrastructures routières, au niveau par exemple des taxes, au niveau par exemple de la saisonnalité, au niveau des volumes qui sont déterminés par d'autres facteurs au niveau de la production, vous allez vous rendre compte que les flux peuvent évoluer de manière très très rapide, en hausse ou en baisse. Mais les déterminants sont nombreux, nous n'avons pas tout parcouru, les déterminants sont assez nombreux. Nous avons essayé de mettre en exergue quelques-uns, surtout les taxes, l'infrastructure routière et le nombre d'acteurs qui interviennent. Au niveau, par exemple, quand on parle de chaîne de valeur, à chaque étape, il y a au moins un prix à payer, un coût à payer. Et ces coûts, le commerçant s'attend tranquillement. Lui, c'est que son produit, à travers les flux, arrive dans son entrepôt, dans son magasin. Mais le consommateur qui viendra pour pouvoir s'approvisionner auprès de lui, il va devoir lui taxer. Il va lui taxer. Donc, c'est pour permettre aux gens de comprendre que pour pouvoir déterminer ou bien apprécier le prix d'un produit agricole sur un marché, il faut considérer tous ces éléments. Tant qu'on ne les considère pas, on va dire que bon, les prix ont augmenté. Et c'est complexe parce que les facteurs sont conjugués, mais d'origines diverses, avec des acteurs divers, qui font qu'aujourd'hui, apprécier le prix à un niveau, pour considérer un seul élément ou deux, ça peut biaiser l'analyse. Donc il faut faire une analyse fonctionnelle des flux pour déterminer dans les chaînes d'activité lesquelles qui peuvent impacter positivement ou négativement le fonctionnement des flux et au bout de la chaîne, la disponibilité, l'offre sur les produits et en fin de compte, arriver à apprécier le prix sur les marchés. Voilà un peu ce que nous pouvons résumer de ça. Waouh, merci beaucoup. Aujourd'hui, les flux nous amènent simplement à comprendre tout ce qui entre en exergue. Ça veut dire que si les flux sont fluides, si vous permettez le terme, l'offre est facile. Mais si les flux prennent un coup, ça se ressent sur l'offre et le consommateur paye le prix. Merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, je pense que no comment, comme disaient les Anglos. Merci beaucoup. Et nous allons continuer encore les deux autres points restants la semaine prochaine, étant donné que nous sommes au dernier numéro de la semaine. Merci. Donc, nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Je vais vous raccompagner avec cette très belle sonorité de chez nous. Merci.
De retour sur le plateau, nous avons parlé avec le digne paysan de l'agriculture et merci à Dina qui nous a donné cette illustration sur cette danse de la culture des agriculteurs. Voilà, il vous démontre comment ils labourent pour vous faire manger. Donc voilà, merci pour cette belle sonorité. Nous reviendrons juste après le jingle des ressources humaines. Parlons RH, parlons ressources humaines. Nous allons continuer avec Monsieur Clément sur le point où nous avons abordé la dernière fois, rémunération et avantages en nature. Salam alaikum et bienvenue. Merci, salam alaikum. Aujourd'hui, tu es en position de la prière. Oh, c'est un habit tchadien et puis... Généralement, voilà. quand on porte, c'est pour aller à la prière. Pourquoi pas, mais voilà, c'est un habit tchadien et en tant que ressources humaines, on est obligé de se fondre dans la foule et voilà. Il faut s'identifier à tous. Je pense que c'est exactement ça qu'il faut. D'accord. Alors, avec vous, nous allons continuer encore sur le thème, les rémunérations et avantages en nature que nous n'avons pas pu finir le mercredi. J'espère bien que nous allons finir aujourd'hui. Oui, je pense qu'on pourrait finir. Et comme je le disais, il faut repartir sur la base de dire c'est quoi une rémunération ou un avantage en nature. C'est quand même important. On l'avait déjà dit la dernière fois, en rappel, c'est que il est formellement interdit de travailler contre une rémunération en nature. Ce n'est pas possible. Autrement, vous ne pouvez pas travailler et qu'à la fin du mois, au lieu de vous donner votre salaire, l'employeur vous donne un sac de mille. C'est pour dire que ça, ce n'est pas possible. La loi n'autorise pas cette sorte de paiement en nature. Mais par contre, on disait qu'il y a une possibilité que l'employeur mette à disposition des employés une sorte de banque de céréales, une sorte de banque de biens de première nécessité à un prix qui n'est pas le prix du marché, qui est un prix bas. Et à ce moment-là, l'employé peut venir à cette banque, prendre ce qu'il faut pour permettre à ce qu'à la fin du mois, on puisse retenir ça sur son salaire. Ça peut être quelque chose, mais en même temps, ce n'est pas considéré comme tel, comme une rémunération en nature. Ça, c'est l'exception qui est possible d'être fait. Les autres, on se concentre plus sur les avantages. Quels sont les avantages en nature? On avait dit il y a le logement, qui est un avantage. On avait parlé du transport, qui est un avantage, qu'on peut bien, au lieu de payer une prime de logement, on peut bien loger directement les personnes. Peut-être pas forcément tout le monde, mais il y a ça fait partie des avantages de nature, soit pour les responsables. En tout cas, c'est l'entreprise qui déterminera la catégorie de personnes à loger. Et à ce moment-là, la personne a droit donc à ce logement. La deuxième catégorie, on parlait du transport. Donc, au lieu de payer les allocations de transport, on peut donner un véhicule, on peut donner un moyen de transport, moto, vélo, voiture ou je ne sais plus quoi. Mais il ne faut pas que ce soit le moyen de transport de service. On a bien dit qu'à la différence, il faut que ce soit un moyen de fonction. Là, quand c'est comme ça, on peut bien être considéré comme avantage en nature. La fonction, ça veut dire que c'est lié à votre fonction, c'est lié à votre personne. Par le fait que vous occupez une fonction, vous avez donc droit à ce moyen de transport. Vous rentrez avec, vous passez le week-end avec, vous faites vos courses avec, c'est lié à votre personne. Et donc, c'est quand même important de situer les deux choses, même si la dernière fois, on était allé dans beaucoup d'autres détails, mais ça, je le dis juste pour un rappel. Les autres avantages, déjà à la différence, les avantages, quand j'y réfléchissais, je crois qu'il y a une précision à apporter. Les avantages ne sont pas des moyens de travail. Si vous êtes, je veux dire quoi, désolé, je suis embêté pour, je n'ai pas mis ça sur
sur off. Alors, si vous êtes disons, un agent commercial, supposons, vous êtes un agent commercial, l'agent commercial a besoin d'un téléphone pour appeler, et si c'est dans ce cadre-là qu'on vous donne un téléphone pour travailler, ce n'est pas un avantage pour vous. C'est un moyen de travail. C'est pareil comme si vous étiez au bureau, on vous a donné une chaise, on vous a donné une table, c'est pour vous permettre de travailler. Donc ne confondons pas ce qu'on appelle moyen de travail et avantage. Souvent, certains employeurs font exprès de confondre ça pour glisser dans les avantages les moyens de transport qu'ils mettent ou le moyen de travail qu'ils mettent à disposition. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'assez fondamental de ne pas faire la confusion entre les deux. Donc du coup, il peut y avoir des avantages liés au téléphone. Oui. Ça peut être des moyens, mais simplement des accessoires. Ça peut être en habillement, ça peut être donc en moyen de communication. Il y a certaines personnes qui donnent des avantages en crédit de communication à tout le monde, que vous ayez des postes de responsabilité ou pas, vous avez des crédits de téléphone qui n'est pas imputable sur votre salaire. Donc à ce moment, c'est un avantage. C'est vrai que cet avantage permet en même temps de communiquer pour le service, mais on ne met pas de limite pour dire, oh, si c'est personnel, utilisez votre crédit personnel, par exemple. Si on dit on vous donne 60 000 par mois, c'est 60 000 par mois. Et donc à ce moment-là, les 60 000 qui sont en réalité de l'argent qu'on a chiffré, mais beaucoup ne donnent pas cet argent, mais font un virement de crédit sur votre numéro, par exemple. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut noter. Ce qu'il faut exclure aussi des avantages en nature, c'est par exemple les frais de mission. Beaucoup de gens confondent aller en mission comme si c'était un avantage. Non, ce n'est pas un avantage. Okay. Aller en mission, c'est les frais qu'on vous donne. Et tous les moyens qu'on vous donne pour aller en mission, c'est pour aller accomplir un travail. Donc exactement comme ce que je disais, ce sont les moyens de travail, on ne le confond pas à un avantage comme si voyager était un avantage. Non, voyager n'est pas un avantage. Donc ce n'est pas parce qu'on vous donne des frais d'émission, et d'ailleurs ça c'est un autre sujet qu'on pourrait y revenir, quels sont les éléments de frais d'émission et tout ça, mais je cite ça tout simplement pour que beaucoup de gens considèrent les voyages et les questions de mission comme si c'était un avantage de la fonction. Non, ce n'est pas un avantage. On vous envoie pour travailler et vous allez simplement travailler. Les avantages qui existent, qui n'ont pas de moindre, c'est je connais des gens qui, par exemple, mettent à disposition ou facilitent la mise en place des crédits bancaires ou parfois fournissent des terrains aux employés. Pour des raisons X ou Y, l'employeur va estimer que pour une question de prestance, je préfère que mes employés soient logés chez eux d'une certaine manière, et à ce moment, il met un système en place pour permettre à ce que, justement, cet employé ait un lopin de terrain, finalement ait une maison construite et, je le disais la dernière fois, ait un moyen de transport. Ouais. Mais tout ça rentre dans un global avantage en nature qui, il faut le rappeler, dans certains cas sont imposables, dans d'autres cas ne le sont pas. Je ne vais pas casser la tête là-dessus pour le moment, mais ça arrivera que les services des impôts vont vous demander, y compris pour le logement, y compris pour le transport, y compris pour les autres avantages, si vous devez payer oui ou non l'impôt. Le dernier que je voudrais m'arrêter là, avec tout le temps que ça nous prend à la gorge, il y a les soins médicaux. Les soins médicaux, pour la plupart, c'est un avantage qu'on accorde. Ce n'est pas un avantage financier, mais c'est un avantage en nature. Soit la totalité, soit 80%, soit 50%, soit peu importe. Mais il y a une prise en charge qui est donnée, ce qui est quand même, pour beaucoup d'employés, un gros ouf de soulagement parce que vous vous concentrez sur votre travail, vous ne vous souciez pas de
comment je peux trouver de l'argent pour aller payer le para, pour aller faire accoucher la femme ou pour je ne sais pas quoi. Ça, quand l'employeur va dire « je préfère vous débarrasser de ce souci-là pour vous permettre à ce que vous vous concentrez sur le travail ». C'est une bonne contrepartie, mais les gens ne comprennent souvent pas non plus pourquoi un employeur va décider de mettre en place un mécanisme de prise en charge médicale parce qu'il voudrait vous enlever le souci de loyer, de transport, de santé pour que vous mettez votre concentration sur la productivité à vos lieux de travail. Donc c'est important de comprendre cette philosophie-là. Donc les avantages à la nature viennent donc pour compléter ces panoplies de salaire afin de vous mettre à l'aise. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup de situations, beaucoup de personnes, beaucoup d'employés prennent des décisions d'accepter un emploi ou pas, non pas en regardant le salaire, mais en regardant tout autour. Et donc, si vous avez ce qu'on appelle dans le jargon, un bon package, un bon paquet que vous proposez entre la santé, le transport, le logement et tout avec le salaire, voilà, l'employé se rend compte que tout ça, s'il devait lui-même dépenser, ça devenait beaucoup, même s'il a un salaire moyen, le fait que tout ça est pris en charge, le fait que tout ça, c'est un avantage pour lui, ça lui permet parfois de prendre une bonne décision, de vous rejoindre. Merci beaucoup. Retenez en grand trait que les avantages ne sont pas les moyens de travail. Et puis voilà, voyager en mission ne sont pas des avantages. C'est simplement le travail que vous accomplissez. Merci d'expliquer des petites choses, mais qui les rend encore plus explicites. Nous disons merci à M. Clément. Merci à vous. Ok, bonne prière à vous pour la suite. Je prie chaque jour, si c'est pour ça seulement. Nous allons raccompagner notre chroniqueur de RH avec une transition pour nous permettre de recevoir d'autres. Indin urtiri chat naye tar belon chat. Ngebe am chat. Midur be ma chat kumai. Injo chat de ngai. Andor ambalan chat gola. Wolar don chat dikrako. Nge sayerin chat gain. Bibare chat gain. Da sirbi chat. Ana nehi baladi kashat. Kebe ga chat na malangila. De retour sur le plateau. Merci pour cette capsule. J'aime mon pays, il faut aimer votre pays et ça c'est important. Cela nous a permis de recevoir cette belle demoiselle, Mama Iya. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment tu vas? Je vais bien. À façon, aujourd'hui tu es looké. J'espère qu'on va parler de l'intelligence artificielle et la SAP pour bien. Non, on va parler de l'intelligence artificielle dans la vie des jeunes africains. Dans la vie des jeunes africains. L'intelligence artificielle dans la vie des jeunes africains avec Nem Sidonia. Oui, l'intelligence artificielle d'abord qui fait partie du quotidien des jeunes, notamment en Afrique, elle influence d'abord leur vie dans manière des réseaux sociaux tels que les Facebook, WhatsApp et TikTok. Même elle intervient aussi dans leur manière d'apprentissage avec des applications et plateformes éducatives qui interviennent dans leur manière d'études et tout ça. Alors, les jeunes africains utilisent généralement l'intelligence artificielle dans leur quotidien, mais peu savent comment ces outils sont créés et ces outils fonctionnent même. Par exemple, aux jeunes qui utilisent le chat GPT pour leur recherche d'études. Alors, on peut suivre une petite vidéo qui va nous permettre de mieux comprendre l'intelligence artificielle dans la vie des jeunes africains. Aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que la jeunesse africaine n'utilise pas vraiment à bon escient les intelligences artificielles. Normalement, l'intelligence artificielle a été créée pour un renforcement des capacités. L'intelligence artificielle est là pour nous aider à nous former. Mais malheureusement, les jeunes africains l'utilisent plus sur le côté fun de l'intelligence artificielle. Ils créent des vidéos comiques, des images animées, ils créent des choses, franchement, selon mon humble avis, l'intelligence artificielle n'est pas encore vraiment utilisée dans
dans l'optique de la création de l'intelligence artificielle par les jeunes africains. En Afrique, disons que les jeunes se sont adaptés à l'ère de l'intelligence artificielle. Quand nous prenons le Kenya, il y a Nelly Chiobi qui s'est donné pour tâche d'enseigner les compétences d'IA dans les zones rurales. Elle a vraiment, avec sa société, essayé, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore les compétences, que ce soit en informatique, tout ça, et c'est donc comme objectif de pouvoir aider les gens à maîtriser cet outil-là. Nous allons également en Éthiopie, où nous avons Bethlehem Dessi, qui également, avec l'intelligence artificielle, il essaie de regrouper les enfants et les jeunes éthiopiens en les formant sur les outils de l'intelligence artificielle. Nous revenons juste à côté au niveau du Nigeria, où il y a également Aboyeyi, qui est également cofondateur de Andela, qui aide également, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, à maîtriser cet outil-là. Donc, c'est quelques exemples là pour dire qu'en Afrique également, il y a des gens qui ont pris conscience de l'intelligence artificielle et qui veulent vraiment changer l'image de l'Afrique à travers l'intelligence artificielle. Aux jeunes Africains, l'IA est en train d'offrir des opportunités d'acquérir de nouvelles compétences. L'IA aide les jeunes Africains à créer des emplois, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Que si la jeunesse arrive à saisir cette opportunité, je crois que le monde de l'emploi africain sera vraiment changé. Le visage de l'entrepreneuriat africain sera changé. Parce que si l'IA est bien utilisée par nous les jeunes, il y a cette possibilité-là que les entreprises aient une valeur ajoutée et que l'économie africaine, je pourrais le dire de cette façon, pourra également augmenter. Les obstacles, tels que je l'ai dit au début, j'ai dit malheureusement les jeunes africains n'utilisent pas vraiment à 100% ou l'objectif réel pour lequel l'intelligence a été créée, les jeunes africains n'arrivent pas vraiment à l'utiliser. L'obstacle, c'est que aujourd'hui nous voyons des vidéos animées qui sont des fake news animées par de l'intelligence artificielle, malheureusement par des jeunes africains. Et aujourd'hui, les jeunes sont limités au fun que crée l'intelligence artificielle. Normalement, le jeune doit aller au-delà. Le jeune doit s'approprier l'intelligence artificielle, essayer d'innover. Le jeune doit normalement créer avec l'intelligence artificielle. Mais malheureusement, nous voyons qu'il y a cet obstacle-là d'une utilisation simple, d'une utilisation standard de l'intelligence artificielle. Et là, c'est vraiment un frein pour nous, parce que nous devons vraiment saisir l'opportunité et aller au-delà. La jeunesse africaine ne doit pas être spectateur dans cette ère d'intelligence artificielle, mais la jeunesse africaine doit être participative, elle doit être un acteur essentiel. Cette jeunesse-là doit aider vraiment à créer des choses. Cette jeunesse doit apprendre, elle doit être innovante. Cette jeunesse-là ne doit pas croiser les mains, mais pour le développement de l'Afrique, il faudrait que les jeunes se lèvent. Il faudra que les jeunes apprennent de nouvelles compétences. Il faudra que les jeunes utilisent à bon escient l'intelligence artificielle. Parce que nous avons les capacités, nous avons des têtes bien remplies, bien faites ici en Afrique, qui, avec l'intelligence artificielle, peuvent vraiment créer des choses innovantes. La preuve, il y a des jeunes Africains qui sont à l'extérieur, qui bossent dans des grosses entreprises, qui utilisent de l'intelligence artificielle, qui font des choses à l'extérieur, mais qui ne veulent pas rentrer en Afrique, développer l'Afrique. Je lance un appel à tous jeunes qui me suivent en ce moment. Saisissez cette opportunité. L'intelligence artificielle, c'est l'or du 21e siècle. Saisissez-la, utilisez-la et vous serez free. L'intelligence artificielle, c'est l'or du 21e siècle. Alors, Madame Sidonie, dites-nous un peu, en regardant la vie du super, on se rend compte que les jeunes africains, en général, n'utilisent pas l'intelligence artificielle dans le sens où il doit être utilisé plus pour s'amuser, plus pour des créations de vidéos, des contenus simplement pour s'amuser. Comment faire pour permettre à ces jeunes Africains-là de prendre conscience que l'intelligence artificielle, surtout cette application ChatGPT, tout ça, sont plus que ça? Bon, pour que ces applications soient plus pour les jeunes Africains, ça demande des investissements massifs en éducation et les infrastructures numériques, voire même des innovations locales qui doivent être renforcées pour ces jeunes Africains pour qui
sont des créatrices eux-mêmes de l'IA et non dépendance de cette technologie qui vient d'ailleurs. Parce que déjà là, il y a des obstacles tels que le faible accès à l'Internet, même à l'électricité dans certaines zones. Parfois, le coût élevé même des outils d'IA en Afrique. Et tout cela freine la technologie africaine. Ça freine les jeunes à être innovés ou bien faire des recherches dans des technologies qui peuvent les permettre de créer des outils qui sont adaptifs aux réalités africaines. D'accord. Alors, si je comprends bien, c'est simplement amener aussi les jeunes Africains à créer des applications, des outils informatiques qui s'adaptent au contexte africain. Parce que nous avons des défis, que ce soit d'énergie, des défis de data, d'accès. Mais vous êtes sûr que la jeunesse africaine est prête à ça? Oui, la jeunesse africaine est prête à ça parce que déjà là, il y a quand même ici au Tchad, dont le gouvernement a formé quand même quelques jeunes au numérique. Oui, oui. Et ces jeunes-là s'inscrivent déjà à l'IA. Par exemple, le Warner Club qui s'inspire vraiment à l'IA et qui offre des opportunités à l'apprentissage de l'IA. Alors, si le gouvernement peut renforcer un peu des capacités à ces jeunes, ils peuvent vraiment avancer et être même les productrices et même créatrices de cette application. D'accord. Peut-être une dernière question avant de vous libérer. Moi, quand je suis avec vous, comme ça, je n'ai pas envie de vous laisser. Parce que l'intelligence artificielle, ça m'attire bien. Qui peut utiliser l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est tous les jeunes Africains ou bien celui qui a un bac à pour utiliser? Est-ce que c'est des scientifiques? Mais qui peut vraiment utiliser l'intelligence artificielle? Bon, tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle parce qu'il est déjà dans le quotidien de tous les jeunes, même dans nos téléphones, tout ça. Donc, même étant littéraire ou scientifique, on peut utiliser l'intelligence artificielle. Mais beaucoup plus avancé aux scientifiques parce que c'est des scientifiques qui ont des études approfondies de cette technologie qui peuvent avancer et créer des outils qui peuvent faire avancer cette technologie. Merci beaucoup à Sidonie de passer encore, chers jeunes Africains, utilisant l'intelligence artificielle dans le sens de la création, du développement et non pour nous amuser. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je vais simplement te raccompagner avec le clip de Geneviève Matibé pour recevoir la dernière vague.
savait si vieillesse pouvait. Mais il n'est jamais trop tard. Vaut mieux reculer ou mieux sauter et affronter la vie plein de mystères. Merci à Mathieu Geneviève qui nous chante Ngomandele et cela nous a permis de recevoir sur le plateau ici la chorale francophone de la paroisse Sacré-Cœur de Chagua avec nous sur le plateau. Je commence par ma droite. Messieurs, je vous fais l'honneur de vous présenter à nos téléspectateurs et nos internautes. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour tout le monde. Nous disons aussi merci et nous rendons grâce à Dieu pour Electron TV qui fait des merveilles pour la communication et surtout la communication autour des artistes, principalement aussi des artistes choristes que nous sommes. Je suis Kaldé William, je suis le directeur de chœur donc de la chorale Sacré-Cœur de Chagua. D'accord, William, le DC de la chorale à ma gauche, ce visage que vous connaissez, mais aujourd'hui, elle vient sous notre posture, le comité d'organisation, Madame Béram Christiane. Bonjour. Bonjour Aladjef. Bienvenue. Merci. J'espère que ça va. Oui, ça va très bien. On est d'ailleurs très content d'être sur le plateau d'Electron pour cet événement aussi majestueux, aussi grandiose qui se prépare. Et merci de nous accueillir sur le plateau pour parler de cela. D'accord. Alors, sur le flyer que j'ai entre ma main, je reste avec vous, Christiane. On parle du lancement du deuxième album titré « Sous le ciel de l'amour ». Qu'est-ce qu'on peut un peu comprendre? Alors, « Sous le ciel de l'amour », c'est donc le titre, sinon, en d'autres termes, le nom de l'album. Le deuxième album, bien évidemment, de la chorale qui, on va lancer officiellement cet album-là d'ici le 1er, d'ici dimanche. Donc, pour dire, toute chorale, comme tout chantre, ou bien tous ceux qui chantent pour l'œuvre du Seigneur, en chantant, ils aident donc les chrétiens dans l'ensemble à savoir rendre grâce à Dieu, à pouvoir honorer Dieu, mais aussi en proclamant la bonne nouvelle à travers le chant. Parce que, dit-on, chanter, c'est aussi prier 3 fois Dieu. On peut choisir de chanter en priant. On peut chanter parce qu'on se sent un peu triste, parce qu'on a besoin de se sentir boosté, parce qu'on a besoin d'énergie, parce qu'on a besoin de la présence du Saint-Esprit, parce qu'on a besoin de Dieu. On a besoin donc de chanter pour ressentir tout ceci. Et c'est ce que la chorale veut nous faire ressentir, c'est ce que la chorale veut nous faire revivre à travers cet album « Sous le ciel de l'amour ». Parce que le premier album, c'est donc « Ma lumière ». Et là, ça fait déjà 9 ans aujourd'hui. Ça fait beaucoup de temps coulé. De l'eau a coulé sur le pont. Et maintenant, il va falloir... la chorale refait donc surface, ou sinon revient donc en force pour relancer ce second album. Question de renouer avec les fidèles et rester tout proche. Merci Christiane. Maestro William, je reste avec vous. Alors, sous le ciel de l'amour, qu'est-ce que nous attendons dedans? Quelles sont les sonorités jouées? Combien de titres contient l'album? Combien de temps? D'accord, du premier jusqu'au deuxième, ça fait 9 ans. Mais combien de temps sous le ciel d'amour a pris pour être cuisiné, pour que cela soit prêt pour la consommation? Alors, merci. Sous le ciel de l'amour est un album de 9 titres. D'accord. Et les sonorités sont des sonorités que nous avons puisées au terroir, c'est-à-dire typiquement du Tchad, que nous avons mélangé, mixé pour que ce soit un album apprécié au niveau international. Nous avons utilisé aussi la langue du terroir, mais aussi des langues au niveau international aussi pour permettre à ce qu'au-delà du Tchad, que l'évangile soit diffusé un peu partout. Et lorsque Christian disait que bien chanter, c'est prier 2 fois, il faut qu'on puisse écouter ce que nous chantons. Parce que nous prions avec des mots que nous maîtrisons. Et sous le ciel de l'amour, c'est l'expression de cet amour-là que Dieu a avec nous.
Dieu a en nous, Dieu a pour nous, à travers donc différentes postures de l'Église, que ce soit les apôtres, que ce soit la Vierge Marie, qui est notre mère, que ce soit à travers donc les thèmes, notre adoration sous le ciel de l'amour et l'expression effectivement de cet amour-là que Dieu a en nous, mais que nous voudrions exprimer à travers donc ces chansons. Alors, techniquement, les choses avancent? Oui, très bien. Nous avons commencé à composer les chansons depuis 2020. Wow. Voilà, donc il y a déjà 5 ans, parce que nous prenons le temps d'écrire et de transcrire les chansons, parce que lorsque nous allons envoyer ce chant au niveau international, quand je le dis, on ne va pas prendre les sons, mais on va prendre plutôt des supports graphiques, qui sont donc des partitions écrites. Et donc toutes les chansons ont été donc écrites sous forme de solfège que nous allons par la suite mettre à la disposition des autres maîtres de chœur qui veulent donc interpréter et monter ces chants. D'accord. Alors, nous sommes à 24 heures ou à 48 heures du lancement de Sous le ciel de l'amour. Quelle est la mentalité, le mental, le moral de la chorale? Elle est très très haute et très très bonne. Nous voudrions même avancer pour pouvoir commencer assez vite, parce que nous avons de l'énergie et de l'énergie à revendre. Et l'attente est en train de consommer. Oui. Alors, je me tourne vers Christiane. Christiane, côté organisationnel, est-ce que les choses vont à bon train? Est-ce que les choses sont enfin prêtes pour que si moi je viens, j'ai ma place, tout ça? Tout à fait. Là, je ne vous fais pas dire à la DIEF, parce que là, on s'était dit, le concert aura lieu donc dans le jardin de la paroisse Sacré-Cœur. Pour certains, est-ce que la paroisse a un jardin? Etc. Il y a beaucoup d'interrogations. Mais on dit, les gens prêtent donc ce que les chimistes disent, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc, de ce fait, on va transformer notre paroisse. En tout cas, on a assez d'espace. Et donc, on transforme cet espace-là en un très beau jardin, et tout est fin prêt. On l'a fait aujourd'hui. Quand vous entrez à l'intérieur de la paroisse, vous n'allez pas reconnaître cet espace. Mais franchement, donc tout est installé. En fait, tout est fait de sorte que même si c'est ce soir, nous sommes prêts pour le dit concert. D'accord. Alors, l'entrée... Et aussi, s'il faut le signaler, c'est qu'on a dit un concert dînatoire. Donc, c'est pas comme des concerts ordinaires. Dînatoire parce qu'il y aura aussi des kermesses. Une kermesse qui va se passer tout au long de la journée. Est-ce que, Christiane, vous pouvez le dire en français facile, un concert dînatoire, kermesse, tout ça pour quelqu'un, pour un téléspectateur qui nous regarde, qu'est-ce qu'il retient de tout ça? Alors, ce qu'il doit retenir, vous qui me regardez, c'est que le concert dînatoire, on veut sortir un peu de l'ordinaire. Parce qu'habituellement, quand on vient à un concert, c'est des concerts assis, et puis... voilà, vous venez, vous prenez place et puis vous regardez, si ça vous tente, vous vous levez pour danser, etc. Mais nous, on veut donner une touche particulière à cet événement du fait que la kermesse, il y a différents mouvements, vous savez, dans l'Église catholique, tout est organisationnel, tout est, voilà. Donc, de sorte qu'il y a des mouvements qui vont essayer de faire un peu de la gastro, vous voyez. Donc, il y aura à manger et à boire. Gratuitement? Ah non, pas forcément, parce qu'on a besoin de booster notre chorale. Mais si on donne gratuitement, comment elle va faire pour multiplier, par exemple, les supports de l'album? Donc, du coup, à manger et à boire, vous venez, vous aurez la kermesse, c'est pour essayer de trouver quelque chose à mettre sous la dent, de se rafraîchir, etc. Et puis, vous avez donc votre espace qui est bien aménagé, très joli. Vous venez, voilà, donc comme si vous êtes à une soirée de dîner, en je ne sais quoi, mais vous faites plaisir, vous nourrissez vos yeux, vous pouvez danser, faire tout ce que vous voulez. Bon, pas tout ce que vous voulez, mais dans ce sens de se divertir, essayer de se déstresser, si je peux le dire ainsi, comme ces week-ends, en profiter, mais tout en rendant grâce à Dieu avec notre chorale, puisqu'on a également les autres chorales qui vont venir nous accompagner. On a également l'humoriste Razoleux qui sera avec nous pour essayer également d'arracher le sourire ou sinon d'arracher le rire du public. Et voilà, les invités surprises, quand on dit surprise, on ne peut pas les citer ici. Donc voilà un peu la particularité de cet événement, qu'on veut rendre ça dans notre très beau jardin, qu'on vous invite d'ailleurs à découvrir.
Peut-être une avant-dernière question avec vous avant de revenir à Maestro pour conclure. Christian, dites, l'entrée est à combien et si moi je veux m'en procurer de l'œuvre Sous le ciel d'amour, il me faut combien? Quels sont les lieux auxquels je peux en avoir? Et aussi, je couple à ça un message. Je salue ton invité Christian, j'attends mon billet d'invitation. Bonne suite de l'émission de la part de Delphine Deneranga. Merci. Eh bien, ton billet est d'office là, donc tu peux juste passer. Alors, j'ai dit invité. L'entrée est donc à 1000 francs CFA seulement. Quand on dit seulement, certains vont dire, mais pourquoi tu dis seulement? Puisque ça peut donner une tasse de thé. Bien sûr, mais ça peut aussi donner plus que ça, en parlant donc des bénédictions, en parlant donc de ces très beaux moments que tu vas passer en famille, parce que quand on dit famille, c'est la famille en Christ, la communauté, c'est donc la famille. Donc voilà nos billets qui sont là, disponibles à 1000 francs seulement, qui sont en vente un peu partout. Même quand je sors ici, vous pouvez me trouver pour prendre votre billet déjà à l'avance en attendant l'événement. Maintenant, pour l'album en question, je laisse la latitude à William donc, de compléter. Sinon, les supports sont aussi prêts. Maestro, les supports sont prêts et où peut-on déjà les procurer? À quel prix? Voilà, tout ça. Comme c'est 9 titres, est-ce qu'un titre équivaut à 1000 francs? Est-ce qu'un titre, tout ça, comment on fait? Alors, il faut se dire que de nos jours, les supports sont faits sur des clés, des clés USB que nous avons fait graver sur un coffret en bois et nous l'avons fait ça à l'extérieur du Tchad. Et le prix de revient, nous l'avons calculé et pour dégager une très très petite marge. Et nous voudrions donc mettre au moins à 10 000 francs. Mais ceux qui vont le faire un peu plus, nous serons très contents de pouvoir donc prendre ça à plus de 10 000 francs. Alors, le standard pour avoir Sous le ciel d'amour, c'est 10 000. Mais tu peux prendre à 15, 20, 30, pourquoi ne pas avoir 1 million, 2, 3, 4 millions pour encourager l'œuvre. Alors, Maestro, un petit acapella pour nous. J'ai quand même un DC, un maître de cœur. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Les spectateurs et moi n'allons pas partir comme ça, un avant-goût. L'amour est plus fort que nos haines. Aimons-nous dans le Seigneur. Aimons-nous dans le Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous dit le Seigneur. Aimons-nous. Vous savez ce qui est bizarre? C'est que nous avons ouvert cette émission avec un clip d'une chante qui nous a chanté l'amour, aimons-nous les uns les autres. Maestro vient clôturer avec une prose qui parle de l'amour. Alors, n'oubliez pas, l'amour est le socle de tout pour le développement de notre pays. Nous avons besoin de nous aimer les uns les autres et aimer notre pays. Merci Christian d'être passé. Merci Jeff de nous recevoir. Merci Maestro. Merci amis téléspectateurs. Nous sommes aussi arrivés à la fin. N'oubliez pas la chorale francophone de la paroisse Sacré-Cœur de Chagua. Nous invite ce dimanche 1er dans les beaux jardins de la paroisse Sacré-Cœur à 15h. À 15h pour le lancement de l'œuvre Sous le ciel d'amour. Alors, tu as 1 000 francs, tu as l'entrée. Maintenant, mets tout ensemble, viens avec un 15 000 dans la poche. 1000 francs, il ne faut pas effrayer les gens. Non, je détaille, Christian. 1000 francs, tu entres, tu as 2000 pour prendre un peu de gastro, un peu de jus. Et puis un 2000 te permet de rentrer et un 10 000 te permet de rentrer avec l'œuvre. Merci pour votre fidélité. Un bon début de week-end et surtout pour nos frères musulmans qui iront prier pour la paix, prier pour la cohésion, prier pour l'équilibre du Tchad. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci.